Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du bidouilleur, je suis encore là et on a aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous. On s'attaque à la réparation d'une glacière électrique, une glacière 12 volts ou 220 volts. Je tiens juste à préciser que je ne suis pas un professionnel de la réparation de l'électroménager ou autre, je fais ça en tant que passionné, donc ma technique n'est peut-être pas parfaite. Le but ici n'est pas de vous faire un tutoriel carré et 100% ce qui est conseillé, c'est simplement de vous montrer comment moi je procède pour faire ce genre de réparation et éventuellement vous donner des idées afin de pouvoir réparer vous-même vos objets. Petit détail aussi que je vais rajouter ici concernant la sécurité, dans la vidéo on va en parler, mais on s'attaque à un objet qui se branche du 220 volts éventuellement. Donc le 220 volts c'est très dangereux. Dans cette vidéo nous allons manipuler la carte d'alimentation qui fonctionne en 220 volts. Je déconseille à tous ceux qui veulent tenter de réparer ce genre d'objets qui sont connectés au 220 volts sans l'aide de quelqu'un de confirmé à côté. On peut maintenant se lancer dans la vidéo de réparation. Je vais dans un premier temps vous présenter l'objet qu'on va réparer, vous expliquer quelle est l'origine de la panne. Donc on voit tout ça dans la vidéo et on se retrouve à la fin pour faire le bilan de cette réparation. Alors voici l'objet que nous allons tenter de réparer. Une glacière électrique qui fonctionne. Alors vous avez ici une entrée 12 volts, 12 volts 24 volts DC. Et on a de ce côté-là une entrée 220 volts, 240 volts. Donc voilà. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette glacière? C'est que maintenant, quand on le branche, il n'y a plus rien qui s'affiche. Apparemment, son propriétaire a fait une erreur de branchement ici. Il a inversé le plus et le moins, ce qui fait que la carte d'alimentation a dû être alimentée à l'envers. Donc on va démonter tout ça, voir ce qui se passe là-dedans. Donc j'ai déjà pré-démonté l'appareil. On peut distinguer déjà que notre fil d'alimentation 12 volts qui est ici remonte ici et va sur la sortie de cette carte d'alimentation qui doit être vraisemblablement le convertisseur 220 volts en 12 volts DC. Donc vu que l'alimentation inverse a été faite sur la partie DC ici, vraisemblablement le problème devrait se situer sur cette carte qui est là. A priori c'est la carte de contrôle principale, donc déjà de but en blanc comme ça on peut voir ce condensateur là ici il est un petit peu gonflé, ce condensateur là aussi, celui-là il a l'air correct. Donc on va démonter la carte, on va l'examiner sur le plan de travail, voir un peu les dégâts qu'il y a sur cette carte. Nous voilà sur l'établi, vous pouvez voir ici la carte d'alimentation convertisseur 220 volts AC en 12 ou 24 volts DC. J'ai le multimètre qui est ici qui est paramétré en voltmètre DC. Il faut faire très attention, ici nous intervenons sur du 220 volts, on a du 220 volts en entrée, donc faire très attention à ce qu'on touche, à ce qui pourrait toucher le 220 volts et surtout ne pas mettre les doigts n'importe où, c'est très dangereux. Alors, tout est raccordé, il ne reste plus qu'à mettre sous tension. J'ai mis mes lunettes de sécurité pour éviter toute explosion de composants dans les yeux. Il reste plus qu'à essayer de mettre sous tension, donc je vais sortir de cette caméra-là et je vais aller juste à côté pour pouvoir justement allumer le variac et monter progressivement la tension et surveiller ce qui se passe sur l'ampèremètre de l'autre côté. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, le voltmètre nous indique 13 volts avec un signe moins, ce qui veut dire que le fil bleu se trouve être le fil moins et le fil jaune ça sera la bande positive. Donc cette partie là est ok, on va s'attarder à la carte mère en elle-même, déjà vérifier si les condensateurs en question ne sont pas en court-circuit, etc. Alors dernier petit détail de sécurité, comme on vient de brancher cette carte sur du 220 volts, on a ce que vous pouvez voir ici, le gros condensateur qui sert de réserve d'énergie qui lui doit être chargé. Pour info, ce condensateur peut se charger à plus de 300 volts et rester pendant plusieurs minutes chargé à plus de 300 volts. Donc il faut faire excessivement attention. C'est quelque chose qui peut être mortel si on le prend dans les doigts. Ça peut être très très dangereux. Alors nous avons donc ici notre carte principale. La carte principale avec les fameux condensateurs que je soupçonne d'être défectueux. Donc celui-là et celui-là. Donc ce qu'on peut déjà vérifier, vu qu'apparemment on a du 12 volts qui arrive en entrée, c'est de vérifier si on n'a pas un court-circuit ici qui pomperait tout le courant au niveau du condensateur. Donc pour ça c'est très simple, on retourne le circuit intégré et on regarde au niveau des bornes d'alimentation, on va mesurer la résistance qu'on a ici. Donc on voit qu'ici on a une résistance de l'ordre de 45-46 ohms, ouais 40 ohms, et ça descend.
Donc ça voudrait dire qu'on a quelque chose qui est pas terrible, parce qu'on devrait avoir quelque chose de beaucoup plus élevé que ça. Alors on va aller se mettre en mode condensateur. Donc je vais tester le condensateur qui me paraît déjà un peu louche à l'entrée, donc c'est celui-là. Hop. On va tester le condensateur qui paraît un peu louche ici. 50 volts, 470 microfarads. Donc celui-là, il est gonflé et c'est lui, d'après les témoignages de l'utilisateur, qui aurait fui. Donc on va dessouder celui-là et celui-là pour vérifier leur état directement avec le testeur de composants. Alors voilà donc notre testeur de composants. On l'allume, voilà, et on lance la mesure. Alors on trouve une capacité de 444 microfarads, qui paraît correct par rapport à sa valeur nominale. On a un ESR de 0,35 ohms, ce qui ne paraît pas élevé, donc je ne pense pas qu'il soit en cause. Il est abîmé, oui, mais a priori, il semblerait qu'il ne soit pas la cause du problème. On passe au deuxième condensateur. Pareil pour celui-là, on a des valeurs plus ou moins similaires, donc ils ont beau avoir des tronches de condensateurs gonflées, a priori ce n'est pas la cause du problème. Donc en creusant un petit peu plus loin sur la carte, en mesurant à l'ohmmètre la liaison entre ici et ici, je me suis rendu compte qu'on avait plusieurs mégomes. Donc ce n'est pas normal, car ici on devrait avoir une piste continue qui devrait arriver ici. Et si je regarde bien, la piste a complètement brûlé ici, donc ce n'est pas du tout normal. Donc je pense que déjà il faudrait réparer cette partie là. Donc je vais nettoyer cette partie là et refaire un pont de soudure directement ici au niveau du transistor derrière, voir ce que ça donne. Mais je pense que déjà une partie du problème est liée à ça. Donc il y a une surtension ici et ça a cramé à ce niveau là. Donc on peut voir ici la piste qui a complètement servi de fusible en fait. L'intensité du courant a dépassé complètement la limite que pouvait supporter le cuivre. Donc vous pouvez voir le petit bout de cuivre ici qui reste encore abîmé là. Donc voilà, là c'est la piste après le nettoyage. Donc on voit bien que la piste est complètement coupée. Alors j'ai terminé la modification pour faire un pontage au niveau de la piste qui était fondue. Alors au lieu de me raccorder directement sur la piste qui est ici, je me suis plutôt raccordé sur la piste qui revenait ici. Donc si vous voyez bien, ça fait une espèce de triangle qui monte et qui redescend ici sur cette patte là. Donc je remplace les condensateurs. Une fois que les condensateurs sont remis en place, on fait un petit test de mise sous tension pour voir ce que ça donne. Alors donc l'appareil est branché avec les pinces crocodile sur une alimentation stabilisée. Je vais progressivement augmenter la tension, voir ce qui se passe. Donc a priori le circuit est alimenté, on n'a rien qui crame, pas de fumée, donc c'est déjà bon signe. Je tente d'allumer l'appareil, l'alimentation ne consomme pas de courant, donc a priori rien ne fonctionne. On n'a rien changé au fonctionnement du truc, donc on a encore quelque chose de grillé quelque part. Alors j'ai remis le circuit sous tension, j'ai vu qu'il y avait deux régulateurs. On a un régulateur 7810A ici, qui est un régulateur 10 volts, et un régulateur 7805 qui se cache derrière, qui est un régulateur 5 volts. Il semblerait qu'on n'ait pas la tension qu'il faut ici, donc je peux pas vous montrer le multimètre, mais je vais faire la mesure ici. Donc la patte du milieu est la masse, et la patte du côté est l'alimentation, donc le VIN. Donc là je lis 13 volts, donc ce qui correspond à ce que j'ai en entrée. Donc si je devrais mesurer normalement entre la patte du milieu et le Vout, qui est la troisième patte, je devrais trouver en théorie quelque chose proche de 10 volts. Et là je trouve 0,2 volts. Donc nous avons un problème, ce régulateur ne fait plus sa fonction de régulation. Il y a un problème, il a bien 12 volts en entrée et il ne fournit pas 10 volts en sortie, donc déjà il faut que je le remplace. Et voilà le régulateur démonté et prêt à être remplacé. Bon, n'ayant pas de 7810 sous la main rapidement, j'ai voulu faire un petit test, donc j'ai alimenté directement le Vout du 7810 que j'ai enlevé préalablement en 10 volts. Et regardez ce qui se passe quand je mets l'alimentation. Alors on entend le relais claquer au niveau de la carte électronique, et si j'appuie sur le bouton maintenant, hop, miracle, ça s'allume. Donc nous voilà de retour directement ici. J'ai déjà inséré le 7810 que j'ai récupéré en magasin. On va ajouter un petit peu de graisse à souder ici pour pouvoir faciliter le flux de soudure.
Donc les 3 points de soudure sont faits. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un petit coup de nettoyage et on va aussi couper les petites pattes qui dépassent. Alors pour ça, comme je vous disais, rien de plus simple. Il suffit de couper les pattes ici, hop. Voilà. Et voilà. Donc maintenant qu'on a fini notre soudure, un petit coup de nettoyant contact. Ça fait jamais de mal. Un petit coup de brosse métallique pour remettre tout ça d'aplomb. Voilà, le circuit est maintenant nettoyé, la soudure est terminée. Il ne reste plus qu'à refaire les 2 dernières soudures, c'est-à-dire réinjecter notre plus et notre moins qui vient ici avec notre fil bleu et notre fil jaune qui est là. Alors, on ne va pas oublier que le fil bleu était le fil moins, donc on le branche sur PW-, et le fil jaune était le fil plus, on le rebranche donc sur PW+. Alors, les 2 dernières soudures sont terminées, on peut maintenant directement passer au test, sans oublier bien sûr notre petit nettoyage. Voilà. Un coup de brosse métallique pour enlever tous les résidus de soudure. Voilà. Et notre petite brosse silicone pour nettoyer tout ça. Voilà. La réparation semble terminée de ce côté-là. On remet tout en place, on remet les vis et on teste ça tout de suite. Alors, nous avons maintenant terminé de remonter le boîtier. Je l'ai branché avec le 220 volts. On va voir maintenant, moment de vérité, voir si tout fonctionne ou pas. Et impeccable, on a les lumières qui fonctionnent. On peut diminuer la température et augmenter. Voilà, on peut entendre le ventilo qui tourne de l'autre côté, qui éjecte de l'air froid pour l'instant, mais très vite cet air va se réchauffer car le kit de Peltier qui est à l'intérieur va dissiper de la chaleur d'un côté et fabriquer du froid de l'autre côté. Donc là normalement il est en train de pousser de l'air froid à l'intérieur et il devrait extraire très bientôt de l'air chaud. Je vais le laisser tourner pendant 1 heure, voir ce que ça donne, voir si ça glace ou pas et si la réparation est terminée, si on peut s'arrêter là ou pas. Nous avons la glacière qui tourne depuis 1 heure environ. On a l'affichage ici, on n'est pas réglé au maximum. On est sur refroidissement, ça tourne depuis plus d'1 heure. La température à l'intérieur de la glacière est tombée à 9,7 degrés, sachant que la glacière est à vide. Donc je pense que quand il y a des objets à l'intérieur, la glacière doit pouvoir descendre encore un peu plus bas. Voilà. Donc voilà, d'ailleurs on voit que ça descend encore progressivement, très lentement. Bon, le minuteur ici qui indique 14 minutes n'est pas réel car le thermomètre s'éteint au bout d'un moment et je viens de le rallumer depuis 15 minutes. Donc ça fait 15 minutes que je mesure la température. Voilà. Donc voilà, la réparation est terminée. Je pense qu'on peut le ramener à son propriétaire. Alors, nous revoilà à la fin de cette vidéo pour faire le bilan de cette réparation. Donc déjà, premier point positif, la réparation est terminée, l'objet fonctionne correctement. Je l'ai laissé tourner pendant plusieurs heures pour voir si ça fonctionnait correctement. Vous avez pu voir à la fin de la vidéo la mesure au thermomètre. Donc l'objet semble refonctionner correctement. Cette glacière va certainement retrouver une seconde vie. Donc concernant ce nouveau format de vidéo, donc c'est des formats de vidéo de réparation, donc je ferai ça uniquement quand j'aurai des objets à réparer, hein. Je ne vais pas chercher spécialement des objets en panne à réparer. Éventuellement si vous avez des objets en panne chez vous et que vous voulez que je tente de le réparer, vous pouvez me les ramener ou m'envoyer un message pour me dire que vous voulez que je jette un coup d'œil à ça. Par contre, je préviens tout de suite, comme je fais ça sur mes heures perdues, il n'y aura aucun délai pour la réparation. Hein. Si vous me déposez un objet la semaine prochaine, il n'y aura aucune garantie pour que ce soit regardé dans les semaines ou les mois qui viennent. Donc, concernant les réseaux habituels, donc comme d'habitude, vous pouvez vous abonner en bas pour ceux qui ne l'ont pas encore déjà fait. Abonnez-vous. C'est très important pour la chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, pouce bleu vers le haut. Aussi bien sur Facebook que sur YouTube, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui mettent des pouces bleus sur Facebook, c'est très bien. Cependant, il y aura plus d'effets pour la chaîne, d'effets positifs pour la chaîne si vous mettez également un pouce bleu sur YouTube directement. Parce que les algorithmes de YouTube, pour faire en sorte que d'autres personnes découvrent ma vidéo, sont basés sur le nombre d'avis positifs sur la vidéo YouTube. Donc n'hésitez pas à cliquer quand vous avez le lien sur Facebook, ouvrir dans YouTube,
et de regarder directement la vidéo de YouTube. Là, vous pourrez mettre un commentaire et éventuellement mettre un pouce bleu. Merci à tous pour votre audience. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo du Bidouilleur. Bye bye.